Quelles sont les étapes d'ici l'adhésion de ces 6 pays au bloc des BRICS? C'est proche, hein, puisque c'est 2024. Oui, c'est 2024. Bon, l'étape la plus importante, c'est celle qui vient de se passer. Maintenant, les autres étapes, c'est la préparation tout simplement de la grande cérémonie qui va permettre de les accueillir officiellement au sein des BRICS. On rappelle quand même, c'est vrai, l'Égypte, l'Éthiopie, mais on rappelle quand même que l'Argentine, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont quand même des poids lourds économiques. Qu'est-ce que cela symbolise et représente aujourd'hui pour les BRICS? C'est important parce que, vous savez, les BRICS ont plusieurs objectifs. Mais l'objectif fondamental, c'est la lutte contre l'hégémonie pour un monde multipolaire. Cela suppose aussi une multiplicité de devises en matière d'échange et donc la mise, je dirais, à mort de l'hégémonie du dollar. Et on sait que l'hégémonie du dollar a commencé avec l'indexation du dollar sur le pétrole. Et les plus grands producteurs de pétrole aujourd'hui veulent mettre fin à cette orientation et donner une nouvelle dynamique et une nouvelle chance à un monde multipolaire. Et je crois que le choix est tout désigné. Alors, vous dites évidemment à juste titre que l'Éthiopie constitue l'épicentre en fait, politique du continent, de l'intégration même panafricaine. Mais s'agissant justement de l'adhésion plus précisément, puisqu'il faut élargir, s'il s'agit du Sud global, il y a l'Iran aussi parmi les pays membres. Oui. Est-ce que vous croyez véritablement qu'au-delà des critères économiques, il y a aussi des critères géopolitiques très importants qui motivent aujourd'hui les BRICS? On entend beaucoup les leaders justement avancer leur volonté, on va en parler, de bousculer l'ordre mondial établi. Exactement, il y a des critères de plus en plus géopolitiques. Vous savez que la Chine est intervenue pour établir la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et donc cette paix-là va se consolider avec leur présence commune au sein des BRICS. Et l'un des objectifs clés pour un monde multipolaire et une économie florissante, c'est vraiment la paix. Et je crois qu'il y a plusieurs poches de crise dans le monde qui intéresseront de plus en plus les BRICS. Parce qu'il ne peut y avoir un commerce véritable que lorsqu'il y a la paix. En période de guerre, le commerce est complètement bloqué. Donc il faut créer les conditions de paix. Et je crois que le choix stratégique, géopolitique, constitue un des éléments clés dans l'adhésion de ces nouveaux pays au sein des BRICS. Alors vous savez que vous connaissez bien la Russie, puisque je crois que vous avez conseillé le patronat russe, c'est peut-être toujours le cas. Oui. Et c'est vrai qu'on a entendu le président russe exprimer par vidéoconférence. Il plaide, lui, pour bousculer les règles financières internationales, les règles monétaires, et il plaide en faveur du règlement des transactions finalement en devises locales. Quel est le rôle que vous faites d'abord du rôle de la Russie, quel est le bilan que vous faites du rôle de la Russie au sein des BRICS et quels sont les enjeux concernant cette réforme monétaire? Oui, je crois que la Russie joue un rôle idéologique majeur. En lançant l'idée de la dédollarisation de l'économie, eh bien c'est une idée qui a été saisie au bon, dans la mesure où aujourd'hui on constate qu'entre beaucoup de pays membres des BRICS, eh bien, ils ne passent plus par le dollar pour commercer. Le commerce se fait directement en monnaie locale. Donc le pas important aujourd'hui vers la dédollarisation, c'est l'utilisation des monnaies locales dans les échanges entre les différents pays. Et donc ça, c'est un pas important. Le deuxième pas important, c'est l'idée d'un monde multipolaire. Et je crois que cette idée-là commence à gagner. Le Sud global, il faut le dire, tout le Sud global est dans cette dynamique-là et ce monde multipolaire est un rêve qui connaît un début d'opérationnalisation avec le basculement du monde du côté des BRICS. Vladimir Poutine aussi qui insiste sur la nécessité d'une nouvelle organisation commerciale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il faut sortir des règles de l'OMC? Pas forcément sortir, parce qu'il faut d'abord que les règles soient pensées d'une manière multipolaire et que chacun puisse contribuer à sa façon à cette réflexion commune-là. Puisqu'aujourd'hui, avec un monde hégémonique, on constate que tout le monde entier est sous la dictée des États-Unis.
Et c'est les États-Unis qui dictent l'évolution du monde. Avec la constitution des BRICS, eh bien, un autre pôle se développe pour prendre en compte l'aspiration des pays émergents et des pays qui veulent adhérer à la dynamique globale des mondes multipolaires. Et donc cette prise en compte de ces aspirations-là va permettre de définir des règles beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus justes pour ne pas que les règles soient utilisées contre les pays émergents, mais surtout pour les pays émergents. Alors, on l'a déjà évoqué, mais il faut développer cet aspect-là parce que c'est très important puisque l'un des enjeux de ce 15e sommet, c'est l'élargissement, mais on l'a dit aussi, c'est cette volonté de mettre en place une nouvelle architecture financière. Et à ce propos, on va écouter le président sud-africain, on l'écoute à nouveau, Cyril Ramaphosa. En tant que BRICS, nous sommes prêts à explorer les possibilités d'améliorer la stabilité, la fiabilité et l'équité de l'architecture financière mondiale. Le sommet a convenu de charger les ministres des Finances des pays des BRICS et les directeurs des banques centrales d'étudier les questions des monnaies locales, les instruments et les plateformes de paiement et de faire leur rapport aux leaders des BRICS d'ici le prochain sommet. Alors, à propos de l'usage des monnaies locales qu'on a évoqué justement, comment les BRICS vont globaliser cet usage? Par quel mécanisme? Par des accords bilatéraux. Et ces accords-là permettent aujourd'hui d'échanger en monnaie locale, mais aussi par la création de la Banque des BRICS. La Banque des BRICS qui va jouer un rôle compensateur dans les échanges entre les différents pays. Mais cette Banque des BRICS aussi a pour mission de stabiliser ces échanges-là entre les pays membres des BRICS. Parce que vous savez qu'avec, disons, la dynamique économique mondiale, les valeurs des monnaies fluctuent énormément. Il faut pouvoir trouver un mécanisme de stabilisation des échanges entre les différents pays. Et donc l'idée de créer une monnaie BRICS joue dans ce sens-là, dans la mesure où elle sera basée sur l'or et donc aura une plus grande stabilité au moment où le dollar va traverser une période d'instabilité. Et donc si en face il n'y a pas un monde stable, une monnaie stable qui peut stabiliser le commerce international, le monde entier risque de rentrer dans une turbulence incontrôlée. Et je crois que la Banque des BRICS jouera un rôle important pour stabiliser le commerce international au fur et à mesure que le monde se dédollarise et qui risque d'entraîner une turbulence et beaucoup de fluctuations au niveau des rapports entre les différentes monnaies. Alors, vous évoquez tout à l'heure cette fameuse banque de développement, la Banque des BRICS. On va écouter justement à son propos la présidente de la Banque des BRICS, Dilma Rousseff. Le groupe des BRICS et l'Afrique sont des partenaires commerciaux. Nous avons beaucoup d'opportunités pour nous développer. Malgré toutes les réalisations, nous avons encore beaucoup de défis, dont l'un implique, comme je l'ai déjà dit, l'élargissement des mécanismes financiers, en particulier l'utilisation des monnaies nationales et d'autres instruments financiers que nous pourrions créer afin d'avoir un nouveau système financier qui serait plus inclusif. En plus, il est nécessaire de mettre en œuvre des projets communs entre les pays. Je parle notamment des projets structurels interrégionaux. Par exemple, l'Afrique a le plus grand potentiel hydroélectrique au monde. Il y a un besoin pour créer un nouveau modèle de financement pour promouvoir ces projets en matière de sources d'énergie renouvelables. Voilà pour les ambitions affichées par Dilma Rousseff, qui préside, l'ex-présidente brésilienne, qui préside cette banque des BRICS. Quelles sont ses particularités d'ailleurs? Je crois qu'il y a deux innovations majeures, puisque jusque-là, la Banque des BRICS finançait des projets à l'intérieur des pays membres des BRICS. Deux innovations majeures, c'est que la Banque des BRICS peut maintenant financer des projets en dehors des pays membres des BRICS, mais aussi peut financer le secteur privé, alors que jusque-là c'était réservé aux infrastructures. Et ces deux innovations majeures-là vont permettre d'amplifier l'action de la Banque des BRICS à l'échelle internationale. Et le fait de constituer un panier de devises pour le financement, ça va permettre aussi une mobilisation des ressources importantes pour le financement du développement. Et le monde entier en a besoin. Alors, puisque l'autre élément fondamental, c'est que les critères
contraignante de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour mobiliser ces fonds-là, qui se font généralement sous la dictée des règles édictées par les États-Unis, eh bien ces conditionnalités-là, qui, il faut le reconnaître, ont permis aux riches d'être de plus en plus riches, mais aussi aux pauvres d'être de plus en plus pauvres. Il faut briser ce cercle-là pour qu'il y ait une émergence multipolaire. Et dans quelle mesure justement ce système de financement qui se veut alternatif, vous l'avez dit, aux institutions issues de Bretton Woods, et sera suffisamment inclusif? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des grands projets structurants, mais pas seulement, puisqu'il sera question aussi de s'intéresser au secteur privé africain. Oui, son caractère inclusif vient du fait que les critères seront beaucoup plus souples. Et donc tous les pays, quelle que soit leur situation monétaire, quelle que soit leur situation politique intérieure, ces pays-là pourront toujours avoir accès au financement. Et donc cette souplesse-là fait que l'accès au financement sera beaucoup plus inclusif. Et c'est cette inclusion-là qui va permettre justement aux différents pays africains de ne plus avoir à souffrir des conditionnalités que souvent la Banque mondiale et le Fonds monétaire imposent aux différents pays. Pour un oui ou pour un non, vous êtes suspendu. Le financement est suspendu. Pour une crise intérieure, le financement peut être suspendu. Et d'une manière sélective. On a vu en Ukraine, le financement n'a jamais été suspendu, au contraire. Par contre, il suffit qu'il y ait une crise dans un autre pays non ami, et bien automatiquement, tout le financement est suspendu. On a vu un peu au Niger, on a vu un peu au Mali, on a vu un peu au Burkina. Et donc, toutes ces, je dirais, ces règles appliquées d'une manière arbitraire, ça ne rend pas inclusif l'accès au financement de la Banque mondiale. En tout cas, on voit bien l'intérêt de l'élargissement des BRICS aux 6 pays qui ont été annoncés, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. On imagine aisément qu'ils seront des contributeurs de poids à cette banque de développement, aux côtés de la Russie, aux côtés de la Chine, aux côtés du Brésil, de l'Afrique du Sud aussi. C'est une volonté d'accélération du développement. Cette volonté d'accélération du développement exige une mobilisation massive de financement. Et je crois que l'adhésion de ces différents pays-là, aux côtés de la Chine et de la Russie, mais aussi aux côtés de l'Inde et du Brésil et de l'Afrique du Sud, qui a développé un réseau important en matière de financement du développement avec ces grandes banques nationales. Et aussi, il ne faut pas oublier, une branche de la Banque des BRICS se trouve en Afrique du Sud et coopère avec beaucoup de banques commerciales. D'ailleurs, ça va faciliter aussi les transactions en devises des BRICS, en yuan par exemple. Exactement. On sait que l'Arabie Saoudite souhaite se faire payer son pétrole par du yuan. Exactement. Et donc pour l'Afrique du Sud sera un véritable relais. Et aujourd'hui, on a 2 autres pays. On a l'Égypte, on a l'Éthiopie. Et donc ces pays-là vont permettre d'amplifier, je dirais, la coopération entre les BRICS et les pays africains.